Alors, si M. Legault juge que les questions qui concernent l'immigration sont trop délicates pour en parler, nous n'hésitons pas. Nous avons le devoir de les aborder, surtout sous l'angle de la francisation des nouveaux arrivants. Et nous recevons ce soir une experte en la matière, Mme Tania Lompré. Madame Lompré a tout un long CV, alors vous comprendrez que c'est résumé. Elle est doctorante en sciences de l'éducation à l'UQAM. Elle a une maîtrise en didactique de l'UQAM. Elle a un baccalauréat en enseignement du français langue seconde de l'Université Laval. Depuis 2015, elle est chargée de cours à l'UQAM. Elle y enseigne des sujets comme problématiques culturelles à l'école québécoise, l'approche interculturelle en didactique de la langue seconde, etc. Depuis 2008, elle est enseignante en francisation des adultes à la Commission scolaire de Montréal et à la Commission scolaire des affluents, c'est-à-dire centre de services scolaires. Vous avez compris. Elle a une vaste expérience dans divers engagements communautaires et comme consultante. Depuis 2020, elle est membre de l'Office québécois de la langue française. En 2018 et 2019, elle a été conseillère politique au cabinet du ministre de l'Immigration du Québec. Et depuis 2017, elle présente la méthode Par ici dans divers centres de francisation des adultes et dans des écoles de langue. Elle a plusieurs expériences médiatiques et est souvent sollicitée par les médias. En plus de participer à divers congrès et colloques, elle a à son actif de nombreuses publications scientifiques. Alors, elle était la personne toute désignée pour nous entretenir aujourd'hui de la francisation des nouveaux arrivants et nous sommes très honorés d'avoir sa visite. Merci, Tania. Merci. Malgré la météo qui n'est pas très clémente. Donc, évidemment, depuis quelques jours, on entend beaucoup parler d'immigration dans la campagne électorale, puis là, on en entend parler moins parce que M. Legault a décidé qu'il n'en parlait plus. Pour plusieurs raisons. Donc, ce soir, on va quand même s'en parler. Et on va regarder plusieurs choses. En fait, je vais vous parler de technicalité, comment fonctionne l'immigration au Québec, qu'est-ce que le Québec contrôle, qu'est-ce que le Québec ne contrôle pas, comment on fait pour immigrer au Québec, quels sont les parcours qu'on peut prendre. Et aussi, on va parler de francisation, évidemment. Donc, une fois qu'on est arrivé ici, c'est qu'on ne parle pas français, comment on va apprendre la langue une fois qu'on est au Québec. Donc, vous m'avez déjà présenté, donc je ne vais pas le refaire. Donc, je vais commencer un petit peu ce soir en vous parlant, en faisant un petit peu un bref historique de l'immigration au Québec. Donc, évidemment, on sait tous que les Français sont arrivés ici, où les Autochtones habitaient déjà en 1534. Et on a depuis là eu des vagues d'immigration qui n'ont jamais cessé, mais qui sont vraiment différentes. Donc, plus on approche d'aujourd'hui, plus l'immigration en fait se diversifie, alors qu'habituellement, on était habitué à certaines vagues qui étaient plutôt, comment je pourrais dire ça, plus homogènes. Hein? Donc, on a eu par exemple, d'abord évidemment, là, des Anglais après la conquête. C'est un bout qu'on connaît. Les Irlandais, les Écossais qui ont été les premiers à arriver après les Anglais. Les Juifs askénazes, les Européens de l'Est et de l'Ouest, et les grosses vagues d'immigration qui ont commencé au Québec à partir de 1945, donc après la guerre mondiale, et des gens qui venaient surtout là, de l'Italie, de la Grèce et du Portugal. Donc, je sais que vous avez aussi des Grecs dans la région parce qu'on vient souvent manger aux Grecs ici. Donc, je sais qu'il y a des Grecs dans la région de la Mauricie. On a du sang. Vous avez du sang, vous en avez? Non, c'est une blague. C'est une blague? Non, je ne vais pas. Les Italiens, c'est une communauté que je connais bien parce que ma mère est née en Italie, donc elle fait partie de la vague des Italiens qui sont arrivés au Québec. Donc, par la suite, je vois peut-être deux personnes issues de la diaspora haïtienne, peut-être? Êtes-vous haïtienne, peut-être? Moi, je suis haïtienne, elle est martiniquaise. Martiniquaise, bon, parfait. Donc, bonjour. Donc, les premiers haïtiens aussi qui sont arrivés dans les années 70 au Québec. Donc, deux vagues, beaucoup d'haïtiens en 70, 90, puis après le tremblement de terre, donc trois vagues. Et aussi des boat people, ce qu'on appelle les boat people, qui sont les Vietnamiens, les Cambodgiens, les Laotiens, qui fuyaient évidemment toutes les guerres qui se sont passées dans ce temps-là.
Depuis 1991, on reçoit de plus en plus de diversité de partout dans le monde au Québec. On a des gens de plus de 180 pays qui sont installés au Québec. Ça fait beaucoup de gens qui parlent environ 150 langues. Donc, on parle beaucoup de langues au Québec, donc certaines communautés linguistiques qui sont plus représentées, mais de plus en plus de gens qui proviennent de partout. Comment on a intégré, ou qu'on a essayé d'intégrer les immigrants, parce que ça n'a pas toujours été un succès, hein? Donc on a commencé à réfléchir à l'intégration des immigrants plutôt dans les années 60. Pourquoi? En fait, parce que ça allait pas très bien, hein, parce que tous les nouveaux arrivants qui arrivaient choisissaient d'intégrer plutôt la communauté anglophone. Hein? Pourquoi? Ça, il y a un mot qui est indiqué dans mon diaporama, c'est correct, ça? Pourquoi? Plus de job. Donc le désir d'ascension sociale, hein? Donc il y avait plus d'emplois, ils voyaient que les Anglais réussissaient mieux, avaient des meilleurs salaires, donc évidemment décidaient de joindre plutôt la communauté anglophone. Jusqu'à temps qu'on commence à y penser sérieusement, en 1969, et qu'on dise on va mettre sur pied les programmes d'intégration linguistique des nouveaux arrivants. Donc, en 1969, sont créés 2 programmes d'intégration linguistique. D'abord, les classes d'accueil pour les enfants immigrants qui ne parlent pas français, ainsi que les programmes COFI, dont vous avez peut-être entendu parler, qui étaient les programmes d'intégration pour les immigrants adultes, qui étaient un peu partout au Québec, qui ont été remplacés. Là, ça n'existe plus, les COFI. Maintenant, on donne des cours en centre de service scolaire où moi j'enseigne. Donc, le programme s'appelle maintenant Force d'accueil. Les classes d'accueil n'ont pas changé de nom, donc les enfants qui sont allophones, qui arrivent au Québec, peuvent être éduqués dans la classe d'accueil. Mais évidemment, cette classe-là n'était pas très populaire dans le début parce qu'il n'y avait pas de loi 101. Donc, ceux qui décidaient d'envoyer leurs enfants à l'école francophone pouvaient passer les classes d'accueil. Par contre, à cause des ségrégations religieuses, on n'acceptait pas tous les enfants dans les écoles francophones. Donc, l'intégration, c'est une responsabilité partagée et de la communauté d'accueil et des gens qui viennent. Souvent, on met beaucoup le fardeau de l'intégration sur les épaules des gens qui arrivent, mais c'est une responsabilité qu'on doit partager. Puis je crois que le Québec a fait des gaffes dans ce temps-là, hein, donc en empêchant en fait les enfants de fréquenter les écoles francophones. En 1977, quelqu'un qu'on connaît bien, M. Camille Lorrain, qui a fait la loi 101. Donc évidemment, depuis 1977, tous les jeunes qui ont 16 ans et moins doivent fréquenter l'école francophone. Par contre, c'est un peu tabou, hein, on pense toujours que c'est tout le monde qui fréquente l'école francophone. C'est pas vrai, hein, de plus en plus, il y a plusieurs façons de contourner la loi 101 et d'inscrire ses enfants dans une école anglophone. Surtout, tous les gens en fait, qui sont ici de façon temporaire ont le droit d'envoyer leurs enfants à l'école anglophone. Donc, à peu près 140 000 personnes sur le territoire québécois présentement qui sont des immigrants temporaires qui ont le droit d'envoyer leurs enfants à l'école anglophone. Autre chose dont on ne parle pas souvent, tous les jeunes qui ont 16 ans et plus peuvent aussi aller du côté anglophone ou ne jamais apprendre le français. Donc, il n'y a aucune obligation d'apprendre le français après 16 ans. Donc, si vous avez 17 ans, vous arrivez ici, vous voulez vous inscrire à l'éducation des adultes, vous pouvez aller fréquenter le système anglais. On parle beaucoup du cégep en français, hein, mais selon moi, il y a un plus gros besoin au niveau de tout ce qui est 16-18 ans, dont on ne parle jamais. Là, tous ces jeunes-là ont le droit d'obtenir un premier diplôme, soit secondaire, soit DEP, en anglais. Mais on ne parle que du cégep. Donc, on oublie totalement de parler des autres services, mais je pense qu'il faudrait en parler un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions? Je parle beaucoup, mais si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, hein, puis regardez. Donc, depuis la Révolution tranquille, hein, plusieurs choses qui se sont passées. Donc, évidemment, la loi 101, les classes d'accueil, les programmes linguistiques. Et on a commencé à penser là, à la politique d'intégration québécoise, surtout là, à partir de 1968, où on a en fait là, créé le premier ministère de l'immigration au Québec, qui est le ministère qui change le plus souvent de nom. Je vous ai fait une liste là, juste dans les 10 dernières années là, de tous les noms qu'il a eu. Donc, c'est un ministère qui change toujours de nom. Présentement, on l'appelle le MIFI, hein, qui est le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, alors qu'avant, on utilisait plutôt la diversité et immigration, mais on n'avait pas pensé à ajouter francisation et intégration. C'est maintenant là. C'est Simon Jolin-Barrette qui a changé le nom du ministère, mais chaque ministre qui arrive à peu près change le nom de ce ministère-là. Donc, c'est jamais tout à fait pareil. Donc, évidemment, pourquoi on reçoit beaucoup d'immigration au Québec? Bien, ça non plus, on n'en parle pas souvent, puis quand on en parle, c'est un peu tabou. On a souvent l'argument du manque de fécondité, donc des femmes qui ont seulement 1,2 enfants environ. Mais démographiquement, ça ne tient pas la route. Hein. Donc, pour corriger la courbe démographique au Québec, il faudrait accueillir 100-150 000 immigrants par année.
ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, on nous donne cet argument-là, mais on n'a pas le bon nombre pour, on parle beaucoup d'aplatir la courbe, là. En santé, c'est la même chose ici. Les chiffres ne sont pas assez bons, ne sont pas encore assez hauts, puis pourtant, si on n'est pas capable, en fait, on n'est pas capable, on pourrait être capable d'intégrer 150 000 personnes, mais on ne le fait pas du tout présentement, je pense que ça ne se fera pas non plus. Donc, l'argument démographique n'est pas toujours le bon ou adéquat. Et l'autre argument qu'on a souvent, c'est la pénurie de main-d'œuvre, surtout présentement. Donc, si on écoute le patronat, il faudrait quintupler pratiquement le nombre de nouveaux arrivants qui arrivent ici. Par contre, on oublie de penser que les immigrants ne sont pas des machines, ne sont pas des robots. Lorsqu'ils arrivent ici, bien, ils ont besoin de services comme nous, avoir un appartement, une place en garderie, des places à l'école. Donc, ils demandent aussi beaucoup de services, même s'ils viennent combler certains emplois. Donc, de plus en plus, on reçoit des gens d'un peu partout, puis il y a des problématiques ou des défis liés aussi aux gens qui arrivent. Donc, les populations qui sont plus francotropes. Donc, francotrope, c'est un drôle de mot, mais c'est les gens qui ont une langue qui ressemble au français ou qui est proche. Donc, c'est les gens qui parlent portugais, qui parlent italien, qui parlent espagnol, qui parlent créole, ont des langues qui ressemblent au français et vont être portées à se franciser davantage. Par contre, toute la communauté anglotrope, l'Asie du Sud-Est, l'Asie en général, l'Inde, donc, sont portés à beaucoup moins se franciser. Donc, on voit là, à peu près 70% des francotropes qui vont s'inscrire dans des cours de francisation, mais à peine 30% des autres communautés. Donc, selon la langue maternelle des nouveaux arrivants, il y a soit un intérêt à s'inscrire en francisation ou un désintérêt lié, par exemple, parce que l'anglais est plus proche, parce qu'on maîtrise déjà l'anglais, ou parce que le français est beaucoup trop difficile à apprendre. Donc, si vous parlez espagnol, apprendre le français, ça va vous prendre 1 an et demi. Si vous parlez Urdu ou Gujarati, ça va vous prendre 2 ans et demi, 3 ans. Donc, il y a vraiment un gros défi lié à la francisation des gens qui parlent des langues asiatiques ou qui sont anglophones. Maintenant, je vous ai fait des chiffres un peu plus récents. Donc, j'ai 2019 puis j'ai les projections de 2022. C'est les derniers chiffres adéquats qu'on a parce que 2020-2021 ont été tellement affectés par la pandémie que les chiffres ne sont pas représentatifs. Donc, en 2019, on a accueilli là, 40 000 personnes environ. 50% qui connaissent le français. J'entends François Legault dire depuis plusieurs semaines à la télévision, je ne sais pas si vous avez vu, tout le monde en parle en fin de semaine, il dit que 80% des nouveaux arrivants parlent français. Bon, François Legault a besoin d'un petit cours de catégorie d'immigration. Les travailleurs qualifiés parlent français à 80%, il a raison, mais l'ensemble des immigrants ne sont pas des travailleurs qualifiés. Donc, je vais vous expliquer tantôt quelles sont les différences entre les types d'immigration, mais le 75% que Legault répète là, depuis plusieurs semaines n'est pas le bon, on est plutôt près d'un 50% qui est d'un 75 à 80%. La majorité des nouveaux arrivants en 2019 provenaient surtout d'Asie, surtout à cause du conflit en Syrie, Yémen, Afghanistan. Donc, c'était des pays en fait, qui étaient beaucoup représentés. 2022, le pays risque d'être l'Ukraine, même si les chiffres ne sont pas finaux. L'immigration est très jeune. Hein? Si vous voyez, 84% des gens ont moins de 45 ans. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? La grande majorité des immigrants sont très jeunes. Mais parce que dans leur pays, c'est très jeune. Non. Oui, mais il y a une raison. Je pense à l'Asie où c'est la moyenne 25 ans. C'est une bonne réponse, mais c'est pas celle que je cherchais. Ah bon? Dites-moi laquelle vous voulez. En fait, c'est une... Ils sont assez en forme pour se sauver. Ah, ben! Ils savent nager. Ils savent nager, c'est loin, c'est pour nager. Non, la vraie raison, en fait, c'est parce qu'avec les grilles de sélection des immigrants au Québec, on a des points jusqu'à 42 ans. Donc, si vous déposez une demande d'immigration à 45 ou à 46 ans, vous pouvez avoir des points dans d'autres catégories, au niveau de l'âge, vous n'en avez pas. Donc, pour être choisi, il faut additionner des points, et si votre catégorie d'âge a 0 point, ben la réponse, c'est que souvent, on ne choisira pas. Donc, ce qui explique que notre immigration est très jeune, dont 84% qui ont moins de 45 ans, dont 25% ont moins de 15 ans. Donc, un immigrant sur 4 n'est pas un enfant. Juste 1 sur 4, pourtant c'est plus payant d'avoir des enfants avec les points. Oui, vous avez raison. Donc, dès que vous avez un enfant, vous avez des points. Par contre, l'enfant ne peut pas faire une demande. Donc, c'est sûr que vous pouvez avoir 3 enfants dans une famille, mais 2 parents qui vont venir. Et beaucoup de gens qui viennent qui sont très jeunes. Donc, les beaux arrivants de 20 ans, 21 ans, 22 ans, on en a beaucoup.
Et évidemment, ils sont assez jeunes, donc ils n'ont pas encore d'enfants. Mais vous avez raison, le facteur enfant donne beaucoup de points dans la grille de sélection du Québec. Par contre, c'est pas à l'infini. Donc, si vous avez 24 enfants, vous n'avez pas 24 fois plus de Est-ce qu'il y a une majorité de familles nombreuses? Parce qu'on a vu dans certains groupes, comme par exemple les Syriens, ils arrivaient, ils avaient 5-6 enfants. Est-ce que ça fait augmenter ça, le nombre de... Bien, on parle souvent de ça, mais une fois sur place, l'indice de fécondité demeure le même. Donc, si les familles arrivent avec 6 enfants, oui, ça va, mais souvent leurs enfants à eux vont avoir un indicateur de 1,2 ici. Donc, les familles arrivent plus nombreuses, mais les jeunes qui s'installent ici à 20 ans, 21, 22 ans, ben, ils vont quand même avoir un ou deux enfants. Donc, c'est des choses qu'on entend souvent. C'est vrai que les familles sont nombreuses en arrivant, mais après, il n'y a pas vraiment de changement. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de familles nombreuses en Syrie qu'au Québec, là, mais lorsqu'elles arrivent, après, ils prennent les mêmes habitudes familiales souvent. En 2022, les chiffres ne sont pas encore terminaux, c'est des prévisions. Donc, 70 000 immigrants permanents qui devraient arriver au Québec. Pourquoi? Parce que les taux en 2020-2021 ont été à peu près à 20 000, là, qui n'est pas du tout le chiffre régulier. Donc, on va aller chercher beaucoup de dossiers de demande pour gonfler les chiffres cette année, pour arrimer les seuils des années qu'on n'a pas atteints. En fait. 30 000 à 35 000 temporaires. Qu'est-ce qu'on appelle les temporaires? C'est des gens qui viennent travailler entre 1 et 3 ans pour une compagnie québécoise, qui retournent après ou qui ne retournent pas. On regardera un peu comment ça fonctionne. Et présentement, là, au Québec, on a environ 140 000 travailleurs temporaires. Donc, qui vont soit rester un an ou deux encore, ou qui vont partir. Qu'est-ce que ça mange en hiver, là, un travailleur qualifié temporaire? C'est par exemple, si vous êtes une compagnie de soudure, vous cherchez 20 soudeurs, au Québec, vous ne les trouvez pas, vous avez une entente avec le gouvernement, vous allez embaucher 20 soudeurs, par exemple, au Guatemala. Ça vous coûte moins cher aussi, hein, donc c'est des choses que les entreprises aiment beaucoup. Et après, si vous voulez rester au Québec, il faut que vous passiez un examen certifié de français, qu'on appelle un TEF ou un TEFAC. Ces examens-là sont difficiles, donc si vous ne parlez pas bien français, vous ne pouvez pas rester à long terme. Et les compagnies passent leur temps un peu à chialer contre cet examen-là, parce qu'ils disent, ben, les gens que je fais venir ici, je veux qu'ils travaillent, je veux pas qu'ils apprennent le français, je veux qu'ils travaillent plus. Donc souvent, les gens ne peuvent pas rester parce que leur niveau français n'est pas assez long, parce que les entreprises ne libèrent pas assez pour qu'ils réussissent l'examen. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Parce que souvent, les gens ne parlent pas français. Les pays avec lesquels on a le plus d'accords présentement, c'est probablement les Philippines. Philippines, les gens parlent tagalog, hein, donc peu de français. Ou les pays d'Amérique centrale, donc Honduras, surtout le Guatemala, donc des pays où les gens vont venir travailler ici. Et on a aussi 35 000 environ arrivées irrégulières qui sont à compter. Ce qu'on appelle arrivées irrégulières, c'est par exemple les gens qui vont passer par le chemin Roxane, donc le vrai mot, c'est un peu ça. On en a plus, hein, l'année dernière, on a eu l'année record, ça devrait monter encore cette année, puis on devrait battre le record de l'année dernière. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin dans les médias, justement, on disait que ça avait coûté 1 milliard de dollars d'infrastructure, donc c'est quelque chose qui va probablement avoir de plus en plus de gens qui vont passer par le chemin Roxane. Et évidemment, le Québec ne contrôle pas ses frontières, donc c'est un enjeu fédéral. Je pense que j'ai dit tout ça tantôt. Donc, évidemment, là, si on fait un petit récapitulatif, l'immigration récente au Québec est de plus en plus diversifiée. Donc, on a aussi des enjeux interculturels. Donc, plus les gens proviennent de différentes cultures, plus il peut y avoir des chocs culturels à l'arrivée, ou longtemps après l'arrivée. On est beaucoup influencé par les conflits internationaux. Hein, donc, évidemment, présentement, l'Ukraine, mais il y a 4-5 ans, c'était la Syrie et l'Afghanistan. Le besoin de francisation est accru parce que les gens proviennent de façon où on ne parle pas français. Là. En Ukraine, c'est assez rare que les entreprises. Il y en a, il y a certaines générations qui ont appris le français comme dans le second, mais on les voit peu. Là. Donc, souvent, les gens disent, ma grand-mère parlait français parce qu'il y a 50 ans, c'était la mode d'apprendre le français dans le RSS, mais c'est moins le cas. Donc, les populations jeunes ne parlent pas beaucoup. Quand on parle d'Afghanistan, tout ça, c'est des gens qui ne parlent pas français, puis souvent qui sont sous-scolarisés en plus. Donc, il faut faire deux choses. Il faut leur apprendre à lire et à écrire dans leur langue. Et après, il faut leur montrer le français. Donc, on a vraiment un double enjeu en fait.
Oh, papa? Comment? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Oh oui, mais c'est évidemment, c'est sûr qu'il faut aider les gens qui arrivent des conflits internationaux, mais au niveau des femmes, surtout, là, c'est sûr que c'est difficile parce que les hommes, souvent, savent écrire un peu, mais souvent, les femmes, là, Yémen, Afghanistan, tout ça qu'on voyait, tiennent un crayon, signent leur nom, puis c'est à peu près ça. Donc, il fallait passer par tous les stades d'apprentissage de la littératie, l'écriture, de la lecture, parce qu'il n'y avait pas de maîtrise. Donc, des filles qui me disent que c'est la première fois qu'ils vont à l'école, j'en ai vu plusieurs, malheureusement. Surtout des jeunes, hein, des filles de 21, 22 ans qui arrivent ici. Puis là, madame, je suis contente, c'est la première fois que je vais à l'école. Ça, c'est très simple. On en voit. Plusieurs. Au niveau des catégories d'immigration, François Legault demande beaucoup ça. Là, puis évidemment, il y a d'autres. Paul Saint-Pierre Plamondon, je me mélange toujours avec son nom, en parle aussi. Donc, veulent en faire rapatrier les pouvoirs en immigration d'Ottawa. C'est très complexe, ça n'arrivera probablement jamais. Pourquoi? Parce que le Québec est la seule province à contrôler sa grille de travailleurs qualifiés. Toutes les autres provinces ont la même grille. Et l'Ontario, par exemple, la Colombie-Britannique voudrait beaucoup aussi avoir une grille qui leur appartienne. La seule raison pour laquelle on a une grille différente, c'est dû à notre situation linguistique. Donc, on va se parler tantôt de ce qui s'est passé il y a quelques années, qui fait en sorte qu'on peut choisir, mais on choisit seulement 60 à 75% de l'immigration. Ça change chaque année. Pourquoi? Ça change avec les taux de réfugiés qu'on reçoit. Donc, si par exemple il y a un conflit en Ukraine, évidemment, on va recevoir un peu moins de travailleurs qualifiés et plus de réfugiés, même si on est toujours dans les mêmes seuils. En fait, toutes les autres catégories, on ne les contrôle pas. Donc, c'est Ottawa qui contrôle tout le reste. Donc, et le regroupement familial, et les réfugiés à l'international, et les réfugiés reconnus sur place, et les demandeurs d'asile, et les immigrants temporaires sont gérés par le Canada. Donc, c'est sûr que c'est difficile d'avoir... c'est toujours un peu compliqué parce que tous les gouvernements en place au Québec voudraient contrôler davantage, mais ça m'étonnerait que quelqu'un dise ça. Donc, qu'est-ce que c'est tout ça? Donc, les travailleurs qualifiés, c'est ceux qui sont choisis avec une grille. En fait, on va vérifier quel âge ils ont, est-ce qu'ils ont des enfants, quelle langue ils parlent. Donc, c'est ici qu'on peut contrôler davantage ceux qui parlent déjà français en arrivant, par exemple. Le regroupement familial, on n'a aucun contrôle. Donc, dès que quelqu'un est sélectionné par le Québec, peut parrainer ses enfants, son conjoint, ses parents. C'est géré par le Canada aussi. Les réfugiés reconnus à l'international, c'est aussi géré par le Canada. La différence entre les réfugiés reconnus sur place et les reconnus à l'international, la première catégorie en haut, le reconnu international, c'est que dès qu'ils entrent dans l'avion, ils ont déjà un statut de résident permanent. Par exemple, les gens qu'on allait chercher en Syrie, en Ukraine, donc les documents sont déjà faits, donc ils sont reconnus à l'international. Les reconnus sur place sont ceux qui ont fait une demande d'asile et qui ont été acceptés. Les gestions de demande d'asile sont aussi faites par le tribunal d'immigration canadien. Et les immigrants temporaires, c'est ceux dont je vous ai parlé tantôt, soit des travailleurs étrangers qui viennent entre 1 an et 3 ans au Québec, ou les étudiants étrangers, par exemple ceux qui étudient à l'Université de Trois-Rivières le temps de leur étude. S'ils veulent rester au Québec, doivent aussi passer par un examen de français. C'est beaucoup plus facile, par contre, dans le cas des étudiants étrangers, parce qu'habituellement, ils parlent français, sauf évidemment tous ceux des deux universités anglophones qu'on contrôle moins, donc Concordia ou McGill. On ne peut pas non plus parrainer n'importe qui, hein, donc souvent on dit quelqu'un qui arrive ici peut parrainer toute sa famille, ben non. On peut parrainer son époux, son conjoint, ses enfants biologiques, adoptifs ou ceux du conjoint, un parent, un grand-parent, ou la fratrie, là, mais c'est plus compliqué. Pour parrainer quelqu'un, votre fratrie, donc votre frère, votre soeur, votre cousin, votre cousine, ils doivent être orphelins et mineurs, ce qui n'est pas toujours le cas, mais parrainer votre cousin de la fesse gauche, c'est impossible. Pour les réfugiés, le Canada, évidemment, adhère à la Convention de Genève. Donc, qu'est-ce que c'est la Convention de Genève? Je vous l'ai mis là. Donc, c'est les personnes qui craignent la persécuter du fait de leur race, leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. Donc, n'importe qui entre au Québec de façon régulière ou irrégulière, qui veut faire une demande d'asile, doit démontrer qu'il a une crainte de persécuter selon une de ces raisons-là.
En 2021, 20 475 personnes. Évidemment, je vous ai dit que cette année, on attend plutôt 35 000, donc ça a explosé. Les demandes qui sont acceptées, ça ne bouge pas, c'est à peu près 50 %. Donc, vous avez une chance sur deux d'être accepté si vous faites une demande d'asile au Canada. Et juste vous montrer à quel point c'est quand même absurde, des 20 475 personnes qui ont demandé l'asile au Canada en 2021, 20 000 étaient au Québec, et la deuxième province, c'est la Colombie-Britannique avec 102 demandes. Donc, quand on parle de demandeurs d'asile, c'est vraiment une problématique québécoise, évidemment, parce que le chemin Roxane est sur notre frontière, mais est presque inexistant dans les autres provinces. Donc, c'est probablement pour ça qu'on ne peut pas régler davantage la problématique du chemin Roxane. Donc, au Québec, ce qu'on contrôle, en fait, c'est beaucoup moins de choses que vous pensiez peut-être. Donc, ce qu'on peut faire présentement, depuis 1991, vous vous souvenez peut-être là, de l'accord Gagnon-Tremblay-McDougall qui a fait en sorte que le Québec puisse sélectionner davantage de ses nouveaux arrivants. Et le seul pouvoir qu'il a, le Québec, c'est de sélectionner les travailleurs qualifiés. Donc, tout le reste est fait à Ottawa. Et le Québec peut émettre un certificat de sélection du Québec, ce qui est un CSQ, c'est pas la centrale des syndicats du Québec, c'est vraiment un certificat de sélection du Québec qu'on offre aux gens qui sont acceptés. C'est un document que les gens reçoivent avant d'arriver. Une fois que vous avez le CSQ en main, vous pouvez prendre l'avion et vous installer au Québec où vous voulez sur le territoire. En fait, où vous voulez au Québec, mais vous pouvez aussi aller partout sur le territoire après. Vous pouvez être choisi par le Québec, puis après passer par l'Ontario, par la Colombie-Britannique. Donc, tous les gens ont la liberté de territoire une fois qu'ils sont arrivés au Québec. Et le Québec est souvent une porte d'entrée parce que la grille de sélection canadienne est un peu plus difficile. S'ils ont le certificat de sélection du Québec, est-ce que c'est la résidence permanente? Oui. Ouais. OK. En fait, ça arrive vous recevez le CSQ habituellement, puis après, vous recevez la résidence permanente. Si vous avez reçu celui-là, il n'y a pas vraiment de raison que vous ne receviez pas l'autre. Sauf si vous avez un dossier criminel que vous avez caché. Ça se pourrait que vous ne receviez pas votre résidence permanente, mais c'est vraiment anecdotique. Donc, les gens s'installent un peu plus partout sur le territoire du Québec qu'avant. C'est les chiffres de 2021. Donc, 75% des nouveaux arrivants se sont installés directement sur l'île de Montréal. Donc, quand on parle de problématiques montréalaises et l'intégration des immigrants, c'est de moins en moins vrai. Parce que c'est de moins en moins vrai. C'est encore vrai, mais il y a de plus en plus de gens qui s'installent à l'extérieur de l'île, ce qu'on voyait beaucoup moins avant. Donc, par contre, ça reste encore périphériquement montréalais. Donc, 86% des gens qui se sont installés sur la communauté métropolitaine, donc en banlieue directe ou à Laval. Beaucoup à Laval, en fait. Laval est vraiment très, très choisi. Et la ville de Brossard, qui reçoit vraiment beaucoup de communautés asiatiques. 12% des immigrants s'installent dans les grandes villes, donc que ce soit Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec, mais c'est encore très peu. Et on parle de 2% des gens qui s'installent en région éloignée. Donc, quand j'entends Dominique Anglade qui dit on a une bonne solution pour l'immigration, on va régionaliser en région éloignée, regardez ce que les gens font, 98% n'ont pas choisi une autre région. Donc, c'est bien facile de dire qu'on va régionaliser, ça ne fonctionne pas. Ça fait 50 ans qu'on essaie au Québec et les chiffres sont encore minimes. Les gens ne veulent pas vraiment s'installer à l'extérieur pour une bonne raison. La majorité des nouveaux arrivants proviennent d'une grande ville. Donc, c'est sûr que quand vous venez d'une grande ville, vous ne voulez pas vraiment vous installer à Chibougamau. Donc, ils vont aller choisir un territoire qui ressemble à celui qui le quitte. Donc, c'est toujours une fausse solution. C'est une bonne idée. On ne peut pas contre la vertu, c'est une bonne idée de faire en sorte que les gens s'installent à l'extérieur de la ville, mais on ne peut pas obliger les gens à s'installer quelque part. Puis souvent, même quand ils s'installent en région éloignée, après, ils vont bouger. Donc, la rétention des régions des grandes villes à l'extérieur du CNM est très faible. Donc, les défis, il y en a beaucoup. Donc, des défis socio-économiques reliés à l'immigration, on a de moins en moins avec la pénurie de main-d'œuvre. Pour les 10 prochaines années, ça devrait être le cas. Mais il y a 5 ans, un immigrant gagnait beaucoup moins d'argent qu'un Québécois natif. Donc, il y avait beaucoup de problématiques sociales ou économiques en lien avec l'intégration sur le marché du travail. C'est moins le cas. Ce qui est encore difficile, c'est vraiment tout ce qui concerne, en fait, là, les papiers de travail pour les gens qui ont des professions. Donc, si vous êtes ingénieur, infirmière, avocat,
enseignant et que vous avez besoin de certains papiers pour travailler. Il y a beaucoup d'enjeux ici. Donc, souvent, on parle de pénurie de main-d'œuvre, mais dans beaucoup d'emplois où on voudrait avoir des gens, le chemin est balisé et difficile à atteindre pour un nouvel arrivant. Donc, c'est des enjeux qu'il faut vérifier. Les enjeux scolaires, on parle de ça. Oui. Les corporations professionnelles, c'est là que ça se passe. C'est-tu. Ils ont-tu une. C'est-tu vrai ce qu'ils disent ou si c'est. On donne un avocat qui arrive de l'extérieur. C'est-tu vrai qu'il n'est pas qualifié au Québec? L'avocat, c'est la personne qui est la plus difficile à atteindre parce que les codes civils. Les corps des. La majorité des médecins qui ne sont pas dans les pays où il y a des accords doivent recommencer leur médecine presque au complet. C'est-tu justifié? Probablement pas. Je ne suis pas médecin, mais je pense qu'on devrait plutôt former des programmes de mentorat ou d'accompagnement où un médecin formé à l'étranger pourrait suivre un médecin dans un stage, par exemple, quelque chose comme ça, plutôt que de recommencer. On dit qu'on manque de médecins, mais combien y a-t-il de médecins? On n'est pas aidant. Non, les corporations ne sont pas très aidantes. Je pense que ça commence à bouger depuis quelques mois parce qu'il y a des pénuries. Là, on dirait que quand ça va mal, là, tout d'un coup, on garde les options. Malheureusement, parce qu'il ne faut pas attendre que ça aille mal pour regarder comment les gens vont intégrer davantage leur profession. La corporation des infirmières fait beaucoup de travail depuis quelques années. C'est un métier qui commence à s'ouvrir davantage, c'est celui-là. Des stages ont été mis sur pied dans plusieurs villes du Québec pour les infirmières formées à l'étranger pour justement intégrer le marché du travail. Ils donnent des cours de français spécialisés aux infirmières pour réussir les examens de profession. Donc, l'Ordre des infirmières, je pense qu'on a un travail exemplaire à ce sujet-là, que plusieurs autres corporations nous devraient regarder. Mais est-ce que c'est pas le fait qu'ils n'ont pas d'infirmières? C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Mais ça fait quand même plus d'années que les autres corporations qu'il y a un travail de reconnaissance, en guillemets, qui est fait, mais évidemment parce qu'il manquait d'infirmières là-bas. Oui, parce que je me rappelle d'une année, pendant 4 ans, Québec a mis un veto sur l'entrée des étudiants en nursing. Ouais. Alors, c'est ce que nous assistons aujourd'hui, nous n'en avons pas. Et les médecins qui viennent de l'extérieur, surtout de l'Afrique francophone, ils arrivent ici, ils parlent le français, ils passent l'examen du collège des médecins, c'est réussi et ils prennent. Parce qu'une fois que vous réussissez l'examen, vous devez quand même trouver une place en résidence. Et c'est là que ça bloque aussi. Donc, moi, j'ai des médecins sud-américains dans mes cours, puis ils réussissent l'examen, mais l'examen d'éthique professionnelle, pas toujours, parce que personne ne leur a donné cours sur comment ça marche, l'éthique professionnelle au Québec versus ailleurs dans le monde. Donc ça, les autres examens, les examens biologiques ou d'études de cas, ils les réussissent, mais l'examen d'éthique est moins réussi, parce que personne ne s'occupe de donner des cours spécialisés. Pourquoi on ne donne pas un cours d'éthique de la médecine québécoise à tous les travailleurs de la santé qui arrivent de l'étranger, puis après, on va les accompagner mieux de cette façon-là, mais on ne le fait pas encore. Donc, il y a des choses qui devraient être. Est-ce que ce n'est pas le genre de chasse gardée? Poser la question. Même chose avec les ingénieurs. L'Ordre des ingénieurs demande plusieurs examens aux ingénieurs de l'étranger. Donc, à la place, les gens préfèrent retourner au HEC faire une maîtrise, faire un peu moins d'examens, par exemple. Mais c'est du temps qu'ils perdent, c'est du temps pendant lequel ils ne sont pas sur le marché du travail. Donc, si vous arrivez ici à 40 ans, et on vous demande de refaire 5-6 ans d'études, vous allez sur le marché du travail, vous avez 47, 48, alors que vous auriez pu donner 5 autres années au système. C'est un peu contradictoire. Puis, pendant ce temps-là, les compagnies, eux, veulent la main-d'œuvre, mais les gens qui sont dans le système de travailleurs qualifiés sont des professionnels. Donc, c'est sûr que vous n'avez pas de soudeurs qui réussissent la grille de sélection, mais passent par le programme de travailleurs qualifiés. On ne pense jamais à. Le gouvernement se dit toujours que le premier facteur d'intégration, c'est les études. Donc, si les gens ont une bonne scolarité, ils vont avoir beaucoup de points dans la grille. Par contre, ceux qui ont moins de scolarité mais qui ont un métier en demande n'ont pas nécessairement plus de points. Donc, ça non plus,
C'est paradoxal parce qu'on cherche beaucoup, par exemple, regardez, je ne sais pas si vous avez une compagnie de genre Olimel ici, Olimel a beaucoup de problèmes avec l'étranger, mais retourne les gens après 2-3 ans parce qu'ils ne donnent pas assez de temps pour réussir l'examen de français. Donc, tu sais, c'est même au niveau des compagnies privées, ça fonctionne pas tout à fait. C'est l'argent. C'est l'argent. Ben oui, sauf que ce que les compagnies ne comprennent pas, c'est que vous pouvez les avoir pendant 3 ans, mais si vous ne les dégagez pas assez de temps pour apprendre le français, ils vont devoir repartir, vous allez devoir embaucher 300 autres personnes, puis recommencer encore 3 ans. Puis là, tout le temps que vous passez pour les former, c'est un peu ridicule, là. À la place que vous pouvez les libérer 6-7 heures par semaine pour aller apprendre le français, réussir l'examen, puis ils vont rester. Mais on ne fait pas beaucoup. Mais la base de tout ça, c'est qu'on n'a pas de gouvernement qui a mis le culotte. Ben, vous avez raison. Mais il n'y a pas aussi. C'est encore le même problème. Mais on a dit que le questionnaire, que plusieurs Québécois francophones ne le réussiraient pas. Le questionnaire de? Ben, le questionnaire après 3 ans, là, pour. Ah non, l'examen TF. L'examen, pardon. Tous les. Si vous ne réussissez pas cet examen-là, ça se fait. Ah oui, parce que c'est la plainte que j'ai lue quelquefois. J'ai lu moi aussi, j'ai vu quelqu'un dans un journal qui se plaignait, mais l'examen, tu sais, moi, je suis évaluatrice TF, là, c'est 15 minutes de conversation informelle et 5 minutes de conversation formelle. Ah bon. C'est ça l'examen. C'est ça qu'on vous demande. Fait que si vous êtes capable de converser 20 minutes en français, vous réussissez votre examen. Si vous n'êtes pas capable, ben, vous ne réussissez pas. Mais si vous n'avez jamais fait de cours et vous venez des Philippines, ben, vous ne serez pas capable de parler 20 minutes avec moi. Forcément. C'est ça qui est dangereux. Pardon? Les anglophones? Oui, il y en a qui ne réussiraient pas. C'est vrai. Oui, ça, il y a de bons parents. Oui. Au niveau scolaire, ben, tantôt, je vous disais, on a des défis reliés là, à la loi 101 qui est contournée un peu partout. Au fait que les 16-18 ans sont dans un trou, hein, donc ils ne sont pas obligés d'aller à l'école en français. Puis ben, au niveau collégial, il n'y a pas de loi 101 non plus. Donc, on a beaucoup d'enjeux au niveau scolaire. Au niveau culturel, évidemment, il y en aura toujours, des problèmes liés aux cultures. Souvent, on ne veut pas en parler. Moi, je ne dirais pas des mots comme ceux qui ont été dits, mais il faut s'interroger est-ce qu'on accompagne bien les gens? Il y a des humains en migration, est-ce que vous les accompagnez bien? Est-ce qu'il y a des agents qui sont libérés pour accompagner les gens, pour gérer les chocs culturels, pour gérer les documents, pour gérer l'accès au marché du travail? On ne peut pas juste dire aux gens, ben voici la porte, là, entrez au Québec, puis arrangez-vous tout ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et les enjeux linguistiques, ben, il y en aura toujours. Évidemment, vous avez vu pendant les chiffres là, du dernier recensement. Donc, le français est toujours un peu en déclin. Évidemment, c'est sûr que quand il y a des trous un peu partout dans tous les programmes, ben, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui apprend le français. Surtout si vous habitez dans des quartiers où le français, ben, il ne faut pas se fermer les yeux, un peu inexistant. Quand si vous arrivez dehors des ormeaux avec une fille, ben, ça parle juste anglais. Pourquoi vous auriez besoin d'apprendre le français? C'est exactement ce qu'une amie me disait, des voisins qui étaient de l'Amérique centrale, qui travaillait au Jewish Hospital, se faisait dire par le responsable pour le nettoyage et tout. Pourquoi vous apprenez le français? Ça ne vaut rien, vous pouvez vivre en anglais très bien. C'est là que. A-t-il tort? Moi, oui. A-t-il tort? C'est pas le fun de le dire, mais c'est vrai. Oui, oui. C'est selon où vous habitez, selon. Vous n'avez pas d'avis le Voxpop de Guy Nantel, là, c'est des gens qui sont nés ici, là, donc on ne parle pas de Nouveau-Zélandais. Non, même une responsable de bibliothèque. C'est pas bibliothécaire. Donc, je pense que tout est dit. Donc, le meilleur vecteur d'intégration, c'est toujours la scolarité. Hein, c'est pas juste dans les grilles du Québec, c'est dans toutes les grilles de sélection des nouveaux arrivants partout dans le monde, en fait, où on indique l'indicateur facteur d'intégration. Donc, 32% des nouveaux arrivants qui arrivent au Québec ont 17 ans de scolarité et plus, ça veut dire une maîtrise ou un doctorat. La proportion des Québécois qui ont le même niveau d'études est à peu près de 20%. Donc, on a plus de nouveaux arrivants qui sont plus scolarisés dans les études supérieures et pourtant, ils occupent moins de postes qui demandent ce niveau d'études-là. Un gros enjeu aussi. Mais on a un autre enjeu dont on ne parle pas souvent, c'est le deuxième. 12,8% des nouveaux arrivants qui ont 0 et 6 ans de scolarité. Donc, ces gens-là sont souvent les
comme les femmes dont je vous ai parlé tantôt, en provenance peut-être d'Afghanistan, de Syrie, où sont des gens qui étaient analphabètes, d'Afrique francophone, certains pays, les femmes sont super bonnes à l'oral, puis quand tu leur demandes d'écrire ou de lire, ben la compétence n'est pas là parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, ils ont appris le français dans la rue, dans la maison. Mais on a un gros enjeu ici là, de gens qui ne sont pas scolarisés ou peu scolarisés, qui ne sont pas capables de terminer un premier diplôme, qui ne sont pas nécessairement capables d'intégrer le marché du travail. Donc ça, c'est un autre enjeu majeur dont on ne parle pas souvent. Je pense qu'il faudrait en parler un peu plus. Puis, je conclue en fait là, les diapos qui étaient prévus avec la question du nombre. Donc, présentement, on sait qu'on a environ, là, on va avoir à peu près 70 000 immigrants cette année, 50 000 les autres années avant la COVID à peu près. Tout le monde lance des chiffres, tous les chiffres sont arbitraires, il n'y a jamais eu aucune étude sérieuse faite au Québec ou au Canada sur le nombre d'immigrants. Donc, PSPP a un chiffre, Réduem a un chiffre, Dominique Anglade a un chiffre, ils ont tous des chiffres, mais personne qui a vraiment étudié la capacité d'intégration du Québec. Donc, c'est arbitraire et on n'a jamais non plus vérifié là, les correspondances entre les besoins et les moyens. Pour intégrer les nouveaux arrivants. Combien on a de logements, combien on a d'emplois, combien on a de places dans les écoles. On sait Pardon? Ça devient assez complexe. Oui, ça devient complexe. Les places dans les écoles, les logements. Oui. Partout, là, faire un académie, c'est rendu épouvantablement cher. Quand vous arrivez de l'étranger, payer un académie, 1 600$, vous n'avez pas d'emploi, ça devient Il faut être capable de le nombre de places dans les écoles, dans certaines écoles de l'île de Montréal, on ouvre des classes, mais il n'y a plus de profs, il y a plus de locaux. Puis beaucoup de ces enfants-là sont des enfants qui resteront pas ou peu parce que les parents ne sont pas acceptés au Québec, doivent repartir. Donc, on a beaucoup de places qui sont occupées. Mais s'ils ne passent pas le cours de français, est-ce qu'ils peuvent aller au Canada? Anglais? C'est une bonne question. Si vous voulez faire partie du programme de travail qualifié qui s'appelle PEC sur place, le programme d'expérience québécoise, si vous êtes embauché par une compagnie et vous voulez passer par le PEC pour rester et que vous ne réussissez pas l'examen de français, vous ne pouvez pas rester parce que c'est un programme québécois. Même chose pour les étudiants étrangers qui étudient au Québec. Même si vous étudiez à McGill ou à Concordia, si vous ne réussissez pas l'examen de français, vous ne pouvez pas déménager en Colombie-Britannique. Mais ceux qui émigrent dans les autres provinces, ils n'ont pas à passer le test linguistique. Non. En fait, vous n'êtes jamais obligé de passer un test linguistique. C'est si vous avez un statut de résident. Si vous n'avez pas un statut permanent et que vous voulez devenir permanent, là, il faut passer un examen. Mais c'est seulement le Québec qui a ce programme-là. D'accord. Qui s'appelle PEC, le programme d'expérience québécoise. Mais en fait, vous ne pouvez pas arriver avec ce programme-là et décider de repartir dans une province. Il faut absolument réussir l'examen. Par contre, une fois que vous avez réussi l'examen, vous pouvez filer à l'anglaise ou à l'anglais. Dans les journaux, cet été, ils faisaient le cas d'un pourcentage de néo-québécois, en tout cas. Et par rapport à l'Ontario ou le reste du Canada, l'acceptation était très faible ici. Puis en Ontario, ça prenait quelques semaines et c'était accepté. Ici, c'est des mois et des mois. Bien, toutes les provinces gèrent leur programme, donc c'est sûr que. Oui, mais c'était pas une discrimination. Moi, je soupçonne que ce soit une discrimination au niveau des étudiants étrangers, vous voulez dire? Ah oui, mais ça, en fait, c'est parce que les réseaux, là, on passait un peu du coq à l'âne, là, mais les jeunes qui veulent faire une demande d'étudiants étrangers, par exemple, à l'Université de Trois-Rivières, il y a eu beaucoup de refus là, en Afrique francophone. Je pense que c'est l'université où il y a eu le plus de refus, en fait, je pense, sur le territoire du Québec. Par contre, tous les étudiants chinois ou indiens qui veulent étudier à Concordia sont acceptés, ou à peu près. Il y a une raison très corporative, c'est qu'il existe des réseaux de consultants en migration que les jeunes asiatiques paient très cher pour faire partie du programme, alors que l'Afrique francophone est beaucoup moins organisée au niveau des consultants. Ça coûte très cher d'embaucher un bon consultant en migration en Inde, ça peut vous coûter 30 000 à 40 000 pour avoir un bon dossier, alors que souvent les jeunes en Afrique n'ont pas les. Ça n'existe pas. D'abord, des réseaux de consultants internationaux en Afrique ne sont pas organisés comme en Asie, donc c'est des machines
des machines à imprimer de l'argent. Donc, c'est ça. Ces consultants-là poussent sur des dossiers pour que ça marche. Ben, en fait, ils ne sont pas nécessairement poussés, les dossiers, c'est qu'ils sont très, très, très bien faits. Parce qu'ils sont faits par des consultants de spécialistes. Et quelqu'un qui décide au Sénégal de dire, ben moi, je vais monter mon dossier tout seul, là, je vais essayer ça, puis je vais l'envoyer. Ben, c'est sûr que son dossier peut-être pas parfait comme celui d'un consultant qui a pris 50-60 heures à monter. Donc, tu sais, il y a vraiment un enjeu à ce niveau-là, mais en Chine et en Inde, on est top là. Ils ont des connexions, j'imagine, pour savoir où passer. Oui, mais il y a eu, là, il y a à peu près 3-4 ans, ça a fait les journaux, là, la Commission scolaire English Control, qui était dans ce programme-là aussi, qui faisait venir des Indiens, des Chinois. C'est deux pays, hein, c'est pas d'autres pays, là, c'est Inde et Chine. Puis ils leur faisaient passer les examens français un peu n'importe comment. Puis quand les gens arrivaient au ministère de l'Immigration pour vérifier le niveau de français, non, c'est pas OK. Ça a été des milliers de dollars de fraude là, à la Commission scolaire English Montreal. Puis je pense que si les gens fouillaient davantage les dossiers des consultants, on aurait besoin de découverte. Mais je pense que les gens ne s'intéressent pas encore à ce dossier-là. Surtout que ça fait l'affaire de plusieurs établissements. Et de certains gouvernements également. Et pour exclure. Puis vous savez que c'est Ottawa qui gère. En fait, le Québec va accepter quelqu'un. L'UQTR va accepter un étudiant. L'UQTR va envoyer le dossier au Québec. Le Québec va accepter l'étudiant. Puis quand ça passe au fédéral, c'est le dossier. Ça ne marche plus. Mais il y a rien qui fonctionne. Les payes fonctionnent. Ouais, mais les étudiants étrangers, ça fait plus longtemps que ça fonctionne. Donc ça fait plus longtemps que ça ne fonctionne pas. C'est pas une excuse de pandémie, c'était comme ça il y a des années. Mais par contre, pour les étudiants étrangers qui vont en Nouvelle-Écosse, ça va vite. Parce que c'est des étudiants quasiment à l'Andalousie. C'est des Indiens qui sont là. Et ils paient gros. Et le Canada les accepte comme ça. C'est des gros réseaux, là. Ah ouais. Inde et Chine dans les familles riches, là. Pas dans une certaine nature. Oui. Juste pour comprendre, ça veut dire que l'étudiant francophone du Sénégal, il fait une demande à Trois-Rivières, est accepté par Québec. Ben oui. Il est accepté par l'université par Québec, il a refusé. Jusque-là, ça va bien. Puis après ça, il faut qu'il continue le processus, il s'en va à Ottawa. Ben lui, il s'en va pas à Ottawa, il est toujours dans son pays, en fait. Il est toujours au Sénégal, il est toujours au Sénégal. Le dossier s'en va à Ottawa. Le dossier s'en va à Ottawa, puis là, Ottawa, c'est la grille d'analyse ou c'est les critères ou... C'est très nébuleux. C'est dur à citer. Mais ils l'ont pas. C'est ça, la réponse, c'est ça. Mais là, je te demande ça parce que moi, j'ai eu une rencontre avec le député du Lac de Trois-Rivières, disons ça comme ça, qui lui est sa commission francophone, je ne sais pas trop comment ça s'appelle cette patente-là. Puis lui, là, on est là-dessus, là, sur mettre en place une mobilisation nationale pour Ottawa. Il y a deux idées, là. Mais c'est justement à ça qu'il veut s'attaquer. Je ne sais pas par quel trail qu'on va poigner ça, là, mais. Moi non plus, je vois de violence en tout cas. Non, mais tu vois qu'on n'est pas pire. On est pas pire. Moi, ça fait plusieurs années là, que ça je pense qu'il faut que quelqu'un s'occupe de ce genre de dossier-là. Là, on en a parlé cet été, là, mais pourquoi cet été on en a parlé alors que ça fait des années que c'est comme ça? Ça fait depuis 95. Ah, non, quand même. Ce programme-là existe depuis plus tard que ça. Moi, ce que je suis porté à dire à propos du Canada, ils vont en Afrique noire francophone. Disons, l'Afrique francophone, en majorité, c'est noir. Parlant français. Oui, bien sûr. Mais pourquoi le Canada les accepterait? Parce que ça vient grossir la bande francophone au Québec. Et tout ce que le Canada veut, c'est éliminer le français au Québec. Et le Québec, de faire
pour un étudiant africain, Et fait la malheureusement, la discrimination. meilleure façon d'entrer, ce serait justement de passer par les programmes d'immigrants francophonie pour les provinces de français minoritaires. Il y aurait probablement plus de chances d'entrer. À Moncton ou. Ouais. Ah, bon, tu vois. C'est illogique. Mais oui. Complètement illogique. Mais oui. Alors, c'est une façon de courir après la queue. Vous voyez, C'est très illogique. Très illogique. Et surtout politique. Et politique. Surtout. Et politique. Mais comme vous avez vu, je pense, en présentation, le Québec ne gère pas grand-chose en migration. Hein, fait que c'est sûr que c'est politique, mais c'est pas géré par le Québec. Donc, oui, on a une partie de faire activité qu'on gère, mais c'est vraiment insuffisant avec toutes les façons d'entrer. C'est le retour de l'ordre, l'assimilation. Alors, quelle est la solution? De l'indépendance. Et voilà. Ça fait longtemps que PSPP en parle. Non, ouais, ben, en fait, je pense que c'est la seule personne qui va en parler, parce que M. Legault dit qu'il en aurait plus. On va voir, mais justement, politiquement, on parle toujours de solutions, mais vous connaissez sûrement le slogan François Legault qui dit en prendre moins, en prendre soin. Je pense qu'ils sont quand même déconnectés des besoins du terrain. Ils ont fait des bonnes choses au début de mandat, ils ont augmenté. En fait, ils ont permis aux gens qui étaient depuis plus de 5 ans au Québec d'entrer en francisation, ce qui n'était pas le cas dans les gouvernements libéraux. Donc, si ça faisait 6 ans que vous habitiez au Québec, vous n'avez plus le droit de venir étudier en francisation. La CAQ a changé ça, donc a augmenté les allocations pour les cours. Donc, on fait des bonnes choses en début de mandat, mais là, je dirais qu'ils sont aussi, comme les autres, déconnectés des besoins. Puis, je vais finir avec quelques solutions, en fait, parce que je pense pas juste qu'on soit pessimiste. Donc, évidemment, il y a des solutions, là, gérer les frontières, ça, on ne peut pas le faire maintenant, là. Mais dans ce qui pourrait être fait, est-ce que si, tantôt on parlait avec les regroupements de professions, si on pouvait reconnaître davantage les études menées à l'étranger et si on constate des lacunes, les combler plutôt que de demander aux gens de refaire un profil d'études complet. C'est un peu paradoxal de dire qu'on vous choisit parce que vous êtes médecin, mais qu'une fois que vous êtes sur place, on vous empêche de bienvenue au Québec. Donc, reconnaître les études, mais aussi les professions. Hein. Donc, il y a deux choses. Hein. On reconnaît votre diplôme, mais une fois qu'on a reconnu votre diplôme, il faudrait aussi reconnaître votre profession pour entrer sur le marché du travail. Franciser mieux. Donc, ça, c'est toujours un peu le bas qui blesse. Là. Donc, les gens qui ne sont pas francophones, il faut les franciser mieux, même si ça coûte cher. Ça coûte à peu près 7 000 $ par année par immigrant. Les programmes de francisation au Québec. Donc, si vous avez 30% des gens qui ne parlent pas français, tous ceux qui vont s'inscrire, vous pouvez faire des calculs, là, donc ça coûte cher. Mais je pense qu'il faut voir comme un investissement. Donc, franciser des gens, ça ne devrait pas être vu comme une dépense. Mais il faut aussi adapter les cours aux réalités des gens. Donc, est-ce qu'on pourrait donner plus de cours sur des horaires de soir, de fin de semaine? Donc, il y a des gens qui veulent travailler aussi, qui ont des jeunes enfants. Donc, comment donner davantage d'horaires? Comment financer mieux? Présentement, un gars d'arrivant reçoit 205 $ par semaine pour être en francisation. Doit être en francisation 30 heures par semaine, ce qui donne un salaire de 6,83 $ de l'heure. Donc, on ne rivalise pas du tout avec McDonald's à 18 $ de l'heure. Donc, c'est sûr que c'est plus payant d'aller travailler dans un métier qui ne vous demande pas de compétences que d'aller vous franciser à temps plein. Donc, on a vraiment une problématique ici. Puis, comme la pénurie de main-d'œuvre, dans la grande région de Montréal, en tout cas, là, les gens vont être embauchés même s'ils ne parlent pas français, alors qu'avant, on leur demandait quand même d'avoir un meilleur français. C'est mieux pour les enfants. Donc, il y a des classes d'accueil, mais souvent, on va les sortir des classes d'accueil après 1 an en leur disant vas-y, va dans une classe régulière, mais ça n'a pas nécessairement été toujours assez long. Jumeler les gens, hein? Donc jumeler autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Il n'y a pas des gens qui peuvent accompagner davantage les nouveaux arrivants. Et bien, on s'est parlé de régionalisation. C'est une super solution qui n'est pas du tout bâtie présentement. Donc, il n'y a aucune structure d'intégration régionale ou dans les régions plus éloignées. Donc, bien beau parler de ça comme une solution, mais vraiment, si on peut la mettre sur pied, cette solution-là, ce serait bien. Excusez. Oui. C'est que
D'après moi, il y a assez de francophones au monde pour faire entrer que ceux qui parlent français. Je ne veux pas vous enlever votre emploi. Mais l'Angleterre le fait. L'Angleterre, maintenant, n'accepte que des gens qui parlent anglais. Dans les programmes de travailleurs qualifiés, c'est toujours possible de le faire. Oui. Dans tous les programmes humanitaires, c'est toujours impossible de le faire. Non, ça, je comprends, mais disons Donc, c'est sûr qu'il y a toujours toute la partie, bon, tu sais, s'il y a une guerre demain matin aux Philippines, tu sais, est-ce que les gens parlent français? La réponse est non, tu sais, donc, il faut quand même français les gens quand ils arrivent ici. Est-ce qu'on pourrait demander le français à 100% de nos travailleurs qualifiés? Peut-être. Donc, il y a des programmes qui existent, les gens pourraient apprendre le français avant d'arriver. Puis, ça se peut. Le Québec rembourse des frais présentement. C'est à peu près là, 900 à 1000 $ par dossier qu'on rembourse. Donc, quelqu'un pourrait s'inscrire en Chine dans un cours de français. On lui donne 1000 $ au Québec pour apprendre. Évidemment, 1000 $, c'est pas assez. Là. Si vous êtes à l'Alliance française en Chine, ça va vous coûter une fortune d'avoir un bon niveau de français. Mais le programme existe, là, mais 1000 $, c'est pas assez. Fait que c'est toujours, on fait des beaux programmes, on dit qu'ils sont bien beaux, puis on les finance pas assez. Donc, ça compte pas le besoin qui est là. C'est bien beau, là, ça, dans le fond, de leur accorder de l'argent pour les franciser, mais je pense que ces gens-là, ils n'ont pas le temps. Moi, j'ai accueilli chez moi une petite iranienne. Elle est en sciences à l'université, et puis elle finit à 6 heures. Puis tout de suite après, il faut qu'elle se rende à l'école pour se franciser. Je veux dire qu'elle est fatiguée, la petite fille. Fait que je pense aussi que beaucoup de familles qui arrivent ici, c'est le même problème. C'est go, 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 apprendre le français. Ils sont bien souvent, on parle en anglais avec eux autres pour les démêler un petit peu, mais c'est beaucoup en même temps. Je trouve que c'est trop le demander. Bien, c'est beaucoup. C'est sûr qu'il y a des cours de soir, puis souvent, c'est des gens qui travaillent toute la journée qui vont les fréquenter. Tu sais, ça leur fait des semaines de 60 heures par semaine. Exactement. C'est énorme. Il y a des cours qui se donnent le samedi, 4 heures par semaine, mais c'est très long à avoir un bon niveau avec des cours à 4 heures par semaine. Il n'y a pas de solution miracle. Je pense qu'il faudrait bonifier les programmes que les gens n'aient pas à choisir. Si on vous donne, par exemple, le même montant que le chômage, qu'on vous montre vos allocations au niveau du chômage, pendant quelques mois, vous avez un revenu décent, puis après, vous allez travailler, ou après, vous allez étudier. Mais faire tout en même temps, c'est sûr que c'est pas toujours possible. Les gens veulent ça. Les gens y arrivent et disent « je vais travailler le plus vite possible ». De l'autre côté, est-ce que vous pouvez faire la profession que vous voulez faire sans parler français? La réponse est pas souvent oui. Donc, il faut, je crois, modérer les attentes au niveau du travail, donc de ne pas aller travailler tout de suite, puis de favoriser les programmes de francisation. Je pense que c'est une meilleure solution. C'est pas encore le cas. C'est mieux qu'avant, mais c'est pas encore suffisant. Moi, je suis conscient du problème, mais quelqu'un qui part de Syrie et qui s'en va en Allemagne, il va parler l'allemand. Et puis, c'est quand même. En fait, pas vraiment. Ça se passe pas nécessairement bien en allemand. Non, mais je caricature, mais dans le sens qu'il y a comme un passage obligé. Moi, je pense qu'on, comme terre d'accueil au Québec, je suis d'accord avec tous le courage, on dit ça, mais sur le terrain, les gens n'ont pas nécessairement tant appris. Fait que souvent, il y a des communautés turques qui sont en Allemagne depuis des années et qui ne parlent pas allemand. Donc, c'est pas parce qu'on habite sur un territoire. Le programme d'intégration linguistique, c'est pas juste au Québec que ça se passe. En Ontario, il y a plein de gens qui parlent pas anglais. C'est partout. Ça va être minoritaire, il y a quelqu'un qui ne parle pas anglais en Ontario. Vous seriez surpris. Les gens, ça a surpris les communautés. Par exemple, l'industrie du ménage, je vous donne un exemple. L'industrie des entretiens ménagers qui lavent les bureaux, par exemple, à Toronto. C'est ça, quand François Legault dit qu'éventuellement, il pourrait y avoir de la violence, c'est qu'il fait référence justement à la Suède, qui ont ouvert les portes aux autres indéfiniment. Puis là, il y a plein de ghettos qui se sont instaurés. En Allemagne, c'est pas joli non plus. Et puis, bon.
Ça, je disais que c'est partout, en fait. Les problèmes qui sont au Québec ne sont pas uniques au Québec. Dans toutes les sociétés où on reçoit l'immigration, il y a beaucoup de défis, d'enjeux reliés à l'intégration. Oui, mais en dessous. Quand on ne contrôle pas la quantité, c'est d'abord. En Allemagne. Nous, on n'a pas juste on n'a pas nécessairement la quantité, parce qu'on ne contrôle pas tous nos programmes. Oui. Pourquoi les gens, dans le fond, veulent rester au Québec quand c'est plus facile s'en aller en Ontario? En fait, facile parce que, va me dire, moi là, je vois ça, là, puis il me dit, ben là, puis moi, je vais m'en aller à Vancouver parce que là, c'est plus facile. Fait que ça arrive ici, bien souvent, puis c'est trop dur pour eux autres, puis ils s'en vont à Toronto ou venir à Vancouver. Mais en fait, c'est une communauté anglophone qu'on voit, donc les gens qui ont une langue maternelle qui ressemble à l'anglais sont plus portés à quitter le Québec que ceux qui ont une langue qui est proche du français. Donc, les Latino-Américains vont très peu quitter, par exemple. Les gens de l'Europe de l'Est vont très peu quitter. C'est les gens, les Haïtiens, les Africains vont rester au Québec, ils vont rester au Québec. Les populations qui bougent, en plus de nommer deux pays, je vais les nommer, Inde, Chine surtout, passent par le Québec. Il y en a qui restent, là. Mais c'est des communautés qui vont bouger plus que d'autres communautés. On a vu tes chiffres tantôt, là, que Québec, c'est ici qu'il y en avait plus, là. Ah, au niveau des demandeurs d'asile? Oui. Ben, au niveau des demandeurs d'asile, ça, c'est un autre dossier. Ça fait partie de l'immigration, mais c'est une des catégories de l'immigration. C'est sûr qu'il y a moins de. Ben, est-ce qu'il y a moins de réfugiés en Colombie? Non. Il y a moins de gens qui passent par des chemins irréguliers. Mais il y a quand même des réfugiés en Colombie. Il y en a partout, en fait, au Canada. Est-ce que vous considérez que les Vietnamiens sont francophones? Oui. Ah oui. Ils ont été le colonie. En fait, en Québec, vous avez la langue vietnamienne a un alphabet qui est le même, en fait, que l'alphabet du français. Il y a plus d'accent sur les lettres, mais l'alphabet est le même. Donc, quand l'alphabet est le même, la sonorité de la langue est pareille. On peut les considérer comme francophones. Mais, par exemple, si vous parlez ourdou, mais là, on est loin, là, parce que l'alphabet est différent, la tonalité de la langue est différente, puis la proximité linguistique est beaucoup moins. Une autre question. Les Français, les Belges et le Sénégal, dans quelle proportion? Est-ce qu'on connaît les proportions d'accueil qui arrivent ici? De chaque. Le pourcentage. On les a, là. Si on les regarde, chaque année, le ministère tient le registre du nombre de personnes par pays. La France est presque chaque année dans les 5 premiers pays de provenance. Donc, il y a un gros bassin français qui s'installe au Québec. C'est pas ceux qui restent le plus, par exemple. Beaucoup de Français qui vont venir quelques années, qui vont repartir. Alors que le taux de rétention est mieux, par exemple, pour le Maghreb, l'Afrique du Nord, l'Amérique latine, l'Europe de l'Est, donc qui reste davantage. Il ne faut pas penser que tout le monde qui arrive au Québec s'en va en Ontario. C'est pas vrai. Il faut juste passer à Ontario aussi, il faut pas oublier ça. Ontario et Colombie-Britannique, c'est rare qui quitte pour la Saskatchewan. Ils ont compris les autres qui sont là. Qu'est-ce qui arrive avec les immigrants irréguliers qui passent par le chemin Roxane? Est-ce que quelqu'un qui s'occupe d'eux, est-ce qu'ils ont un suivi? Oui, c'est des programmes. Les chiffres sont fous, là. Donc, en 2021, il y avait 20 475 demandes, 50% acceptées, donc 50% qui ne sont pas acceptées aussi. Énorme majorité au Québec, comme vous pouvez voir, là, mais oui, il y a des programmes, donc aide de dernier recours financière pratiquement tout de suite, donc accès au chômage, permis de travail. Donc tout de suite, l'assurance maladie, c'est plus complexe. Là, on ne passe pas tout de suite par l'assurance maladie, on va recevoir le nom du document pour dire, là, on appelle ça papier marron, papier brun, dans le jargon, c'est comme un genre de document brun. Qui donne accès à l'hôpital, c'est pas tout de suite une carte d'assurance maladie, ça prend plusieurs mois en fait. Là. Même que ils peuvent ne jamais la recevoir puis rester avec leur papier marron jusqu'à la procès. Les 50% non acceptés, eux autres, s'y retournent, qu'est-ce qui arrive?
Radio tourne. Oui, oui. C'est ça. Mais vous parliez Ils de. devraient retourner. Est-ce qu'ils retournent tous? Là, s'ils ne retournent pas, là, on tombe dans une autre problématique qui est la problématique des sans-papiers. Donc, sans terre. Donc, regarde, combien il y en a, ça non plus, c'est une chose qu'on ne connaît pas. Là, parce qu'évidemment, ils ne lèveront pas la main en disant « Hey, j'ai pas été accepté, mais je suis caché dans le sous-sol de mon ami. » Mais ça aussi, c'est une problématique, ça existe. Mais combien il y en a, je ne peux pas vous donner. Vous parliez de la question des étudiants qui ne sont pas acceptés. Moi, ce que je trouve incroyable aussi, c'est la question de Roxane. Il y a un des trois à Radio-Canada le jeudi soir, l'anglophone, qui l'avait dit. Il dit, écoutez, je m'excuse, mais Roxane ne serait jamais acceptée nulle part au Canada. Et il y a juste le Québec, et dit, je comprends pas. C'est un anglophone de Toronto, là. C'est pour ça que je comprends pas que... Mais c'est ça que le Canada investit. On a vu les chiffres ce matin là, sur le site de Radio-Canada, justement. Et le Québec. Ce matin ou hier matin, là, sur tout ce qui avait été investi au chemin Roxham. Donc, construction de bâtiments, construction de dortoirs. Oui. Mais c'est organisé, forcément. Le travail. Il y a, je ne sais pas si vous avez vu, puis si vous ne l'avez pas vu, je vais vous donner ça comme suggestion. Le JE, la semaine passée, qui a fait un reportage sur la fraude organisée au chemin Roxham. Ah oui. Ça existe, je pense qu'on commence avant, quand on parlait de ça, on faisait traiter de tous les noms. Et là, je pense qu'il y a comme quand même on commence à pouvoir en parler et à se questionner plus adéquatement. Donc, même en fait, il y avait un monsieur, je ne sais pas si vous avez vu, dans le Journal de Montréal, qui a trouvé une camionnette dans son terrain. Donc, les gens, le passage, c'est des passeurs, donc les réseaux de passeurs sont vraiment très bien organisés en Europe. Moins ici, mais là, ça commence, là, parce qu'ils sont payés. Ben oui. Regardez, je suis là, le conseil d'administration. J'ai trouvé le reportage en ligne, là, mais il disait ça combien ça coûtait, là, il témoignait qu'il y avait des micros cachés dedans. Il disait, ah oui, 6 000 $, je t'amène à une place où pas passer. À partir de la Floride, beaucoup. À partir de la Floride, pour plusieurs raisons, mais souvent les gens en Floride n'ont pas nécessairement des documents, ils ne sont pas nécessairement des résidents des États-Unis. Donc, c'est plus facile de passer par un réseau comme ça organisé que prendre un avion parce qu'ils n'ont souvent pas les documents nécessaires pour le faire. Donc, on profite des gens vulnérables. Bon, est-ce que vraiment c'est des gens vulnérables? Oui, parmi ces gens, il y en a pas qui sont vulnérables et qui nous dit à travers ces gens-là qui passent sans papier, ce ne sont pas des terroristes. Ouais, mais ça. J'en rentre pas là-dedans. Oui, mais on est en droit de nos fantaisies de se poser beaucoup de questions. On sait qu'il y a vraiment 50% qui sont vraiment en besoin, puis l'autre 50%, ben. On sait pas. Mais tu sais, des mauvaises personnes, il y en a partout dans le monde. Donc, oui. Je savais pas. Oui, vous avez énuméré plusieurs problématiques. D'ailleurs, c'est assez déprimant. Mais on sait que c'est un phénomène mondial par ailleurs. Hein, puis la montée, on voit des partis d'extrême droite, souvent des partis anti-immigration. Donc, en Italie, on voit de plus en plus, même la Suède et encore récemment, des partis. Moi, je reviendrai au Québec avec la question suivante, à savoir. Qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, parmi toutes, si on fait la nomenclature de tout ce que vous avez énuméré, des différents dossiers, selon vous, quel est le point qui nuit le plus au Québec en termes de l'amélioration du français? Est-ce que c'est les travailleurs, parce que souvent on dit, écoutez, c'est les travailleurs étrangers temporaires, on entend, tu sais, des sons de cloche, les gens disent, oh, faites attention, c'est pas ça, là, c'est ci, puis c'est ça. Mais malgré, dans tout ça, qu'est-ce qui est l'élément, d'après vous, le plus problématique? Que la translation des adultes n'est pas obligatoire. Donc, c'est ce qui est le plus problématique. Tous les enfants vont passer par l'école, mais tous ceux qui ont 16 ans et plus, 16 ans, 42 ans, 30 ans, pourquoi vous n'êtes pas obligés d'avoir un cours de français en cours? Selon moi, c'est la plus grosse problématique. Si on parle de français, évidemment, toutes les problématiques sont importantes selon moi ici, mais si vous me demandez celle en lien avec le français,
pour moi, c'est celle-là. Tu peux me faire venir une pizza par Uber au centre-ville de Montréal, puis les serveurs vont me dire hi, puis pas de bonjour, là, ils savent pas, puis on leur a pas demandé, puis on les a pas incités non plus. Tu sais, je vous dis, ça c'est anecdotique, hein, c'est un livreur, mais c'est partout, là, dans un restaurant. Une infirmière à l'hôpital, dans un hôpital, par exemple, peu importe. Pourquoi on n'a pas des mesures qui rendent obligatoire l'apprentissage au moins à un niveau, je ne demande pas de discuter de philosophie quantique, mais d'avoir un niveau qui vous permet d'être fonctionnel. D'être fonctionnel. Mais il y a un autre problème. Mais là, ici, ça fait. Je me demande si vous avez lu ce matin dans le journal de Montréal l'article de Joseph Faccard. Oui. Oh, c'est extraordinaire. Il donne des réponses à ceux qui ont peur de trop d'immigration. Et il apporte 4 réponses du pourquoi qu'il justifie cette peur. Et vraiment, ça vaut la peine de lire cet article-là. Moi, j'ai pas peur. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas peur de ça. J'ai peur du Québec qui n'a pas assez de programmes. Mais, tu sais, que les gens, on me demande les cinq. Moi, ça ne me dérange pas si on me demande les services, si on me demande les cours. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on me demande les seuils sans augmenter les services. Ça, c'est bien. C'est très bon. Il écrit souvent de très bons articles. Qui est un modèle aussi de nouvel arrivant, Joseph Faccard. Lui-même est immigrant. Et comme vous, il a beaucoup de, comment dirais-je, de doctorats et de connaissances. Oui, pas ça. Ah, c'est quoi. Très bien, oui. C'est le gros bon sens, c'est logique, son article. Mais ce sera toujours illogique pour d'autres. Mais ayant vécu 30 ans à Montréal, je peux vous dire qu'il y a un problème du côté des francophones québécois à Montréal. Et moi, je trouve ça aberrant. Ils ont fait un sondage il y a peut-être 10-15 ans. 42% des francophones vont parler en anglais à ceux qui se forcent à parler en français. Ça doit être pire maintenant, parce que chez les jeunes, ils sont quand je disais que l'intégration, c'était des deux côtés, bien, je ça, l'ai pour vu, moi, c'est quelque chose petite anecdote, une pharmacie à côté du marché de Water, il y avait 2 Chinois d'origine devant moi. La caissière leur adresse la parole en anglais. Les deux me regardent. J'ai dit, madame, pourquoi vous lui parlez en anglais? Ben, vous savez, c'est parce que c'est des nouveaux, ils ne savent pas parler français. Les deux ne parlaient pas anglais, ils arrivaient de la France. Il dit, monsieur, merci. Tout le monde me parle en anglais quand on ne parle pas anglais. Mais c'est ça le problème. On n'a pas la fierté de la langue. Pour moi, ça veut dire aussi, là, parce que vous n'avez pas l'air de venir de Rouen-Noranda qui parle en anglais. Ben oui. C'est ça aussi, c'est un préjugé inversé. Là. Oui. Mais c'est la fierté. Il faudrait tellement faire une promotion gouvernementale sur « Soyez fiers de votre langue et, s'il vous plaît, laissez-le faire un effort. » Jean Gaston peut le relever dernièrement. Oui. Alors, ça terminerait cette rencontre très productive. Je vais juste vous finir avec une petite phrase que vous finissez. Je voulais dire aussi, derrière l'immigration, il y a des personnes migrantes. Il ne faut jamais oublier que là, on parle de problématiques, de dossiers, de solutions, mais il y a des gens derrière. Ouais, les oublie. C'est pas juste technique l'immigration, c'est aussi